Et notre invité ce matin dans la grande interview CNews et Europe 1, c'est Pierre Lellouche. Bonjour à vous. Bonjour. Ancien ministre spécialiste des questions internationales. Pierre Lellouche, les frappes se poursuivent en Iran au 3e jour de l'offensive américano-israélienne. En riposte, une attaque de drones kamikazes iraniens a touché hier la base navale d'Abu Dhabi où se trouvent des troupes et des bâtiments français sans faire de blessés, heureusement. Est-ce que nous sommes en train, la France, d'entrer dans le conflit, Pierre Lellouche? La réponse est oui. D'abord parce qu'on a été attaqué. Et deuxièmement, parce que cette base, c'est la France qui l'a voulu en 2008, sous Nicolas Sarkozy. Il faut savoir, je vais vous raconter une anecdote. Le cheikh Mohammed Ben Zayed, qui est le patron des Émirats à Abu Dhabi, souhaitait depuis longtemps avoir une garantie française contre l'Iran. Donc nous avons des accords spécifiques avec oui, bien sûr. Et Arabes. le président, à l'époque, il avait demandé à plusieurs personnes, dont moi, de transmettre ce message au président Chirac, qui n'a pas voulu ouvrir la base. La base a été ouverte par Nicolas Sarkozy en 2008. Elle se compose de 3 éléments. Un régiment de cuirassiers, des Rafales, soit une base aérienne, et une base navale, à côté de la base navale émirati. Et c'est celle-là qui a été touchée. Voilà. Et dans les accords de 2008, il y a une garantie de sécurité offerte par la France à Abu Dhabi en cas d'attaque contre Abu Dhabi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nos avions pourraient entrer en action aux côtés d'avions allemands et britanniques, puisque les dirigeants de ces 3 pays ont dit hier qu'ils étaient prêts à des actions défensives proportionnées. Oui, mais aussi d'aller les chercher, si j'ai bien compris, au point de lancement. C'est-à-dire d'avoir des frappes sur les points de lancement à l'intérieur de l'Iran. D'accord. D'après le communiqué que j'ai vu. Absolument. Après, je n'ai pas tous les détails, bien sûr. Mais oui, il y a un basculement par rapport à la première déclaration de président Macron en disant « je n'ai pas été prévenu, on n'est pas impliqué ». Ben si, on était largement impliqué. D'abord parce qu'on a beaucoup de Français dans la région, et deuxièmement parce que nous avons des accords de défense aussi. On est bien content de vendre des Rafales, mais en échange, il y a des accords de défense. Et maintenant, on est au pied du mur. Après avoir été attaqué, il était compliqué de ne pas réagir quand on est une grande puissance nucléaire comme la France. Le président va aujourd'hui à l'île Longue parler de la dissuasion, de la couverture de nos alliés européens. C'est compliqué de rester l'arme au pied en attendant de se faire humilier davantage par le régime iranien. Pierre Lellouche, revenons sur ce qui se passe actuellement. Des explosions entendues dans toute la région. 3 soldats américains ont été tués depuis le début de cette opération, avec des blessés, sans doute plus, dit Donald Trump. L'Amérique paye aussi, elle, le tribut de la guerre. Oui, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Pour l'instant, cette opération, elle a entrouvert la porte. Elle a cassé le cadenas qui fermait complètement l'Iran sur le monde. Mais après, il faut pousser la porte. Et le travail de pousser la porte, c'est un mélange de frappes qui va affaiblir le potentiel militaire du régime. Mais là, il y a pour un certain temps, parce qu'il reste beaucoup de matériel en Iran. On parle de 2500 missiles à longue portée. Longue portée, ça veut dire combien de kilomètres? 2000 kilomètres. 2000 kilomètres. Largement de quoi, naturellement, atteindre toute la région. Sans compter des milliers de missiles à courte portée. Ils arrosent avec des drones, avec lesquels ils arrosent leurs voisins arabes. Avec l'idée que, en pressant sur les Arabes vont ensuite demander à Trump d'arrêter les frais, parce qu'eux-mêmes sont en danger, parce que ces pays-là sont extrêmement faibles. On parle de pétromonarchie qui a 150 000 personnes, 2 millions de travailleurs immigrés, mais tout ça, c'est des fortunes basées sur du sable. Les Iraniens le savent bien, d'ailleurs, ils les méprisent. Mais là, ils vont essayer de leur faire peur, suffisamment peur pour qu'ils demandent l'arrêt des opérations américaines. Revenons un instant sur cette opération Epic Fury qui, en une seule frappe, a décapité le régime iranien islamique. C'était une opération militaire d'une précision inouïe, menée par le renseignement américain, enfin permise par le renseignement américain. Voilà, le renseignement américain qui est très puissant. On l'a vu au début de la guerre d'Ukraine, ils savaient exactement à quelle heure arrivaient les Russes et où, et ça a permis à Zelensky de survivre à cette première. Là, c'est exactement la même chose, ils avaient toutes les données. Vous savez, outre se trouvait Khamenei. Voilà. Et les aviateurs israéliens ont fait le travail d'une façon extrêmement spectaculaire. Donc c'est une combinaison des deux choses. C'est pour ça que la guerre a commencé à 9h30 du matin et pas en pleine nuit comme d'habitude, parce que la réunion se tenait à cette heure-là en plein centre de Téhéran. Cela dit, la décapitation, qui est très importante symboliquement, n'est pas la fin du régime, parce que c'est un régime extrêmement organisé, implanté depuis 50 ans. Ils ont eu le temps de se consolider. Il y a au moins 10-15% de la population qui vit du régime. Et puis vous avez des structures qui sont très précises
et qui garantissent la pérennité du régime. On n'est pas au bout de la décapitation. La façon dont la population iranienne pourrait retrouver une forme de liberté avec une alternance, mais les conséquences dans la région, elles sont majeures. Israël est visé sans relâche par les missiles iraniens. Alerte Jérusalem et Tel Aviv encore ce matin, au moins une dizaine de morts avec l'état d'urgence décrété. Et puis le Hezbollah libanais qui entre évidemment en guerre, qui tire des missiles avec une réponse d'Israël. On est face à un risque d'embrasement régional, Pierre Lelouch. Bon, s'agissant ce qu'on dit, mauvais mot, de proxy, c'est-à-dire des alliés financés et armés par l'Iran, beaucoup ont été affaiblis par les événements post-7 octobre. Les Israéliens en ont fini avec le Hamas, essentiellement. Hezbollah, beaucoup moins. Le gouvernement libanais était censé les désarmer. Apparemment, ils n'y sont pas arrivés, puisqu'ils continuent à avoir des missiles pour tirer contre Israël. La Syrie a disparu du jeu. La Syrie était la base avancée de l'Iran. Il y a eu un changement de régime. Donc il reste le Hezbollah et il reste les Houthis du Yémen. Ceux-là vont effectivement participer à la guerre, dans la mesure où on les laisse participer à la guerre, parce qu'ils sont aussi vulnérables. Ça veut dire que pour Israël, là encore, la guerre va être longue et il va falloir que les Israéliens descendent à nouveau beaucoup dans les abris de sécurité. Oui. Mais enfin, imaginez 2 secondes que ce régime ait la bombe atomique. Ce qu'il essayait de faire. Est-ce qu'il l'avait? Est-ce qu'il était sur le point d'avoir la bombe atomique? Il n'était pas très loin. Donc, vous savez, il travaille. Moi, j'ai fait ma thèse sur le nucléaire et j'ai été en stage en Iran à l'époque où ça démarrait sous le Shah. Donc, c'est un sujet que je suis depuis 50 ans. Ils étaient très près. Ils avaient fabriqué 450 kilogrammes d'uranium très enrichi à 60%. Ça leur permettait de faire une douzaine d'armes nucléaires. Ils ont des missiles et ils ont le potentiel de faire une bombe. Alors, ce n'était pas immédiat, mais c'est une affaire de mois. D'ailleurs, le chef de l'Agence internationale d'énergie atomique, M. Grossi, n'arrêtait pas de tirer le signal d'alarme sur les quantités d'uranium fabriquées en violation de tous les systèmes qu'on avait mis en place depuis 2015, dont Trump s'était retiré. Il faut savoir qu'on négociait avec l'Iran depuis le début des années 2000. Sans succès. La France en tête, d'ailleurs. On a joué un vrai rôle, l'Europe, les États-Unis. À l'époque, il y avait la Russie et la Chine de notre côté pour essayer de contraindre le régime et sa bombe. Malheureusement, il y a eu l'Ukraine et l'alliance entre la Russie et la Chine contre nous. Et donc, ces 2 pays aujourd'hui aident l'Iran. Donc, le bloc anti-prolifération nucléaire a été rompu. Et l'Iran, imaginez 2 secondes que ce pays ait la bombe atomique, je peux vous assurer qu'ils sont dans une escalade totale parce qu'ils jouent leur peau. Ils savent très bien que ces gens-là savent très bien qu'ils n'ont pas beaucoup d'endroits à aller dans le monde s'ils perdent le pouvoir. Et ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont installés, ils ont pris le pays en otage et en échange, ils exportent la révolution islamique en s'appuyant d'ailleurs sur les écrits des frères musulmans. Ils ont contaminé la rue arabe. C'est un pays terroriste qui... J'ai parlé à ces gens-là. Quand on est en face d'un responsable iranien et vous lui demandez, mais vous parlez sérieusement quand vous dites que vous voulez éradiquer Israël? Mais absolument. C'est ce qu'ils disent. Absolument, tout à fait tranquillement. Donc ils étaient dans cette logique et c'est très intéressant de regarder ce qui s'est passé depuis 50 ans entre les Arabes du Golfe qui ont construit des sociétés extrêmement florissantes et où ils sont dans la paix, quoi. Hein. Ils ne sont pas du tout prêts à ce qui leur arrive, d'ailleurs. Voilà, et puis de l'autre côté, cette espèce de pays noir, renfermé sur lui-même, avec un peuple qui est la première victime de cette prise d'otage. Et c'est eux qui, au fond, tiennent la solution de cette affaire, parce que les bombardements, ils vont durer probablement plusieurs semaines, mais ça ne suffira pas. Il faudra que quelque chose se passe à l'intérieur du régime, à l'intérieur de l'armée ou des gardiens de la Révolution, pour que le peuple puisse ensuite... C'est-à-dire que le peuple, Pierre Lelouch, ne peut pas tout seul reprendre les rênes du pays. Les gardiens de la Révolution, on l'a déjà évoqué, sont absolument partout, émaillent absolument l'ensemble du territoire. Alors il y a 150 000 gardiens de la Révolution, puis après vous avez la milice civile, les Bassidji, qui contrôlaient les foulards et les gens dans les rues. Ça fait beaucoup de monde, plus une armée puissante de 700 000 hommes. La question, c'est de savoir si ce système va tenir à la décapitation progressive, à l'affaiblissement des moyens du pays, ou pas. Et là, on tombe sur l'incertitude américaine, parce que
Trump ne peut pas faire la guerre pendant des années. Il s'est même engagé à ne pas faire la guerre. Il a annoncé 4 semaines, là, pour l'instant. Voilà, ce qui est beaucoup pour lui, parce que lui, il a 2 rendez-vous cette année. D'abord, au mois de juillet, l'anniversaire des 250 ans des États-Unis. Et puis, il y a les midterms, les élections à mi-mandat, au mois de novembre. Donc, il faut qu'il sorte de cette situation avant ça. Pierre Lellouche, on est sur CNews et sur Europe 1, c'est la grande interview. Cette guerre en Iran a provoqué la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite un quart du pétrole mondial, un cinquième du gaz naturel liquéfié. Des tankers ont été touchés dans le détroit. C'est une crise mondiale sur le plan de l'énergie, du prix du pétrole, qui nous attend dans les prochaines semaines. C'est clairement la stratégie de l'Iran. De transformer ça en crise régionale et mondiale. Cela dit, bon, sur le pétrole, ils jouent quand même leur propre survie. L'économie iranienne est par terre. Le seul argent en raison des sanctions américaines et occidentales, c'est le pétrole qu'ils vendent aux Chinois. Donc les Chinois n'ont pas envie de la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils ont besoin de ce pétrole. C'est bien peut-être ce que visent les Américains aussi. Voilà, c'est une arme à double tranchant et bon, la marine iranienne n'est pas insurmontable. C'est pas un défi insurmontable vu l'armada américaine qu'il y a dans la région. Puis nous avons aussi, nous les Européens, un moment où on surveillait ces détroits. Bien sûr. Mais là, ça veut dire que le prix du baril a déjà explosé. Il faut conseiller à ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin d'aller faire vite le plein cette semaine avant que les prix à la pompe ne montent. Je ne pense pas que ce soit aussi urgent que ça. Il y a beaucoup de réserves. Et pour l'instant, le prix va augmenter. Mais je ne pense pas qu'on soit dans une pénurie, même à moyen terme. Il y a des conséquences aussi pour la Russie. Poutine, qui est déjà empêtré dans la guerre en Ukraine, perd un allié précieux avec le régime iranien après la perte de Nicolás Maduro. Oui, il ne l'a pas encore perdu, mais disons qu'il est neutralisé. Il faut savoir que l'Iran a livré les drones, les fameux drones Shahid qu'on voit tomber aujourd'hui sur Manama ou sur Dubaï. C'est ceux-là qui tombent tous les soirs sur les malheureux Ukrainiens, avec des usines en Russie qui fabriquent ce drone. Donc il y a une vraie alliance. Les Russes et les... Vous savez, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre les syndicats des sanctionnés. Les Russes, les Iraniens, les Vénézuéliens, tous ces gens-là avaient une habitude ils étaient rodés au contournement des sanctions américaines. Pierre Lellouche, on évoque aussi les conséquences pour notre pays, la France, qui pourrait faire un pas décisif en avant avec ses alliés anglais et allemands. Il y a aussi le risque du terrorisme, des attentats terroristes. On en a beaucoup souffert dans les années 80. On pense à l'attentat du Drakkar, où 58 para-français sont morts à Beyrouth. On pense aux attentats sur le sol de France. Il y a ce risque terroriste. D'ailleurs, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, met en alerte dans les très prochains jours pour tout ce qui concerne les lieux de culte. C'est un vrai risque pour la France. Ah oui, non, c'est pour ça que le renversement du régime et la transformation de l'Iran en un État civilisé, qui fait partie de la communauté internationale, c'est très important. C'est l'équivalent de la chute du mur de Berlin, si ça fonctionne. Parce que ce qu'ils ont fait depuis 50 ans, c'est ça, c'est exporter du terrorisme. Et ils le font parce que les Iraniens sont des gens extrêmement subtils. Ils le font de façon très intelligente. C'est jamais ouvert. Ils s'appuient sur des droits communs ou des groupes soi-disant révolutionnaires, mais ils ont fait des dizaines d'attentats un peu partout, et notamment chez nous. Pourquoi chez nous ? Parce qu'il y avait un consensus sur Eurodif, qui avait été signé par le Shah et il voulait être remboursé. Puis après, il y a eu la guerre Iran-Irak, où nous avons aidé les Irakiens, fourni des avions de combat. Ça, ils n'ont pas apprécié. Et donc, il y a eu toute une série de... Puis il y avait le Liban... et donc il y a eu beaucoup d'attentats iraniens attribués aux Iraniens sur le sol français. Je pense que l'une des armes qu'ils ont aujourd'hui, c'est naturellement de redémarrer des attentats en Occident, en Europe en particulier, en France et un peu partout. En tapant des intérêts français, des ambassades, des lieux de culte. C'est ce qu'ils font. Ils essayent de régionaliser la guerre en s'en prenant aux Arabes et surtout aux militaires américains, parce qu'ils savent que c'est le point de vulnérabilité de Trump, de taper sur des militaires ou des ambassades américaines, ce qu'ils font, françaises, européennes. Ils ont même envoyé des drones jusqu'à Chypre, donc, où il y a une base britannique, donc ils vont faire ça, puis je pense qu'ils feront... Chypre, c'est l'Union européenne, on est d'accord ? Aussi, oui. Donc ça veut dire que nous sommes déjà directement visés.
On n'a pas besoin d'être l'Union européenne, on est d'abord la France ou l'Angleterre et on est visé nous-mêmes. Il y a un moment où il va falloir s'assumer. On ne peut pas continuer à faire des communiqués qui ressemblent aux déclarations du pape dimanche au Vatican en disant... Vous parlez d'Emmanuel Macron qui dit il faut que l'escalade en cours est dangereuse pour tous et de la cesser. Vous dites que c'est les mots que le pape aurait pu dire Le pape, il a demandé de mettre fin à la spirale de la violence. Et il appelait les responsables, ils ont la responsabilité morale de stopper cette spirale de violence. C'est au mot près ce que disait le président de la République, ce qui montre à quel point on est complètement hors sol jusqu'à ce qu'on soit attaqué. Et là, quand même, il se passe quelque chose. D'abord parce qu'on est attaqué, deuxièmement parce qu'on est engagé vis-à-vis des Émirats, donc il faut réagir. Et donc on est entraîné, c'est le titre du livre, l'engrenage. Et on voit très bien comment ce cercle de flammes est en train de gagner toute la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare à des moments difficiles. C'est-à-dire d'avoir des soldats qui meurent à l'extérieur, d'avoir des attaques terroristes chez nous. Mais ça veut dire qu'il faut... Et là, c'est probablement la question la plus difficile, c'est allouer les fonds nécessaires au réarmement de la France. On est loin du compte actuellement. Voilà. Et c'est là que les Allemands, après avoir beaucoup hésité, ont pris les décisions. Et nous, on parle, mais on ne prend pas les décisions. Ils ont une situation budgétaire qui n'est pas la nôtre, les Allemands, évidemment. Voilà, eux, ils peuvent emprunter. Ils ont modifié la Constitution pour emprunter massivement. Enfin, l'économie allemande, elle est quand même beaucoup plus puissante et elle va mieux que la nôtre. Donc, dès cette année, on va avoir un budget allemand qui va exploser par rapport au budget français. Et très vite, ils vont devenir la première force militaire en Europe. Ça, c'est un vrai défi. Et c'est un vrai défi aussi pour le discours que le président va prononcer tout à l'heure à Lille-Langue sur le nucléaire. Évoquer. Voilà, sur la dissuasion nucléaire. Élargie. Qu'est-ce que ça veut dire, élargir la dissuasion nucléaire française, qui est la garantie de la sécurité de notre nation, de l'élargir aux Européens? Ça veut dire quoi? Alors, c'est une vieille idée qui a commencé sous Giscard, la dissuasion élargie. Le général Méry, à l'époque, était le théoricien de ça. Au départ, le général de Gaulle, lui, il voulait sanctuariser la France. Et c'était l'idée que si quelqu'un s'en prend à la France, on le détruit, on lui arrache le bras. Il aura détruit la France, mais on lui aura arraché le bras. Donc ça, c'était la suffisance pour la protection du sanctuaire national. Puis avec Giscard, on a commencé à parler de dissuasion élargie vers nos voisins immédiats. Et aujourd'hui, on en est à penser à élargir à toute l'Europe, c'est-à-dire la Pologne, les États baltes et le reste. Alors question, est-ce que ça fonctionne sur le plan doctrinal? Est-ce qu'on a assez d'armes pour faire ça? Et est-ce qu'on peut conserver le doigt sur la gâchette ou est-ce qu'il faut le partager? Est-ce qu'on partage le commandement ou pas? Non, partager le commandement, c'est impossible. C'est la fin de la dissuasion. Mais je pense que l'idée, on verra ça tout à l'heure dans sa déclaration, c'est peut-être d'imaginer qu'il y ait des avions polonais avec des bombes françaises, avec un système de double clé copié sur l'OTAN. Enfin, il y a toutes sortes de discussions là-dessus. Mais il faut faire très attention. D'abord, il y va de la souveraineté nationale. Et deuxièmement, il y va de la suffisance des moyens. Pour parler de dissuasion élargie, il faut avoir la panoplie d'armes qui convient. Pour l'instant, nous, on est dans la stricte suffisance avec nos 4 sous-marins, nos avions Rafale. On a supprimé les missiles sol-sol. Et c'est une question qui va se poser. Faut-il ou pas des missiles sol-sol? Voilà. Mais tout ça, au final, c'est une question de volonté politique et surtout d'argent. Le reste, c'est que des mots. Évidemment, avec en plus la question de cet avion de combat du futur, le SCAF, sur lequel on n'est même pas capable de se mettre d'accord en Europe, et on partagerait la dissuasion nucléaire? C'est ça qui paraît... On ne peut pas partager la dissuasion. La dissuasion, c'est un homme et un pays. Dans le cadre de l'OTAN, c'est le président américain. Si on fait un système européen, ce sera le président français, le Premier ministre britannique, mais encore faut-il avoir les armes pour le faire, l'accord des partenaires, on en est loin. Mais vous savez, ce que je crains, moi, c'est que dans le désordre qui va suivre la guerre d'Ukraine et sa contamination au Proche-Orient, on assiste à une vraie poussée de la prolifération nucléaire. C'est-à-dire que les gens vont se dire, bon, après ce qu'on vient de voir, il faut qu'on ait notre garantie. J'ai entendu le président turc me le dire, j'ai entendu les responsables arabes du Golfe me le dire. Et chacun voudra sa bombe nucléaire. Bien sûr. Et en Europe, on va assister au retour de ce débat. Ça commence déjà en Pologne et peut-être en Allemagne. Les gens vont se dire, bon, on a changé de monde, les Américains s'en vont, il faut qu'on ait notre propre garantie. Si c'est vers ça qu'on voit, ça sera beaucoup, beaucoup plus compliqué d'organiser tout ça. Donc il faut réfléchir à tout ça et agir et se donner les moyens. Non, mais si on veut éviter la guerre, il faut se préparer. Il ne faut pas se préparer à la guerre, il faut se préparer à avoir les moyens de dissuader la guerre.
Et par exemple, être capable de protéger nos bases, si on va faire des bases dans le Golfe, de les protéger. Et il va falloir le faire, bien sûr. Et les Français aussi doivent se préparer à cette éventualité. Le général Mandon, chef d'état-major des armées, nous avait dit il faut préparer à ce que nos enfants meurent. Oui. Il l'avait dit dans l'hypothèse d'une frappe russe, enfin d'une attaque russe. C'est la grande idée contre la Russie. Oui, oui. D'un autre côté, on voit que la Russie, ça fait 3 ans qu'ils perdent à peu près 1000 soldats par jour pour avancer sur 1% du territoire ukrainien. Donc, non, je pense qu'il faut qu'on se prépare à avoir une vraie défense nationale, c'est de rompre avec ces années de désarmement où l'essentiel de l'argent a été dans la protection sociale. C'est pour ça que le choix, il est d'abord budgétaire. Merci beaucoup Pierre Lellouche d'être revenu ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.